Gracchus raconte, présente, Henri Guillemin, une histoire de l'autre monde. Il me regarda de ses yeux un peu divergents qui laissaient souvent incertaine l'expression de son visage. Évidemment, tu n'as rien su de tout ça puisque tu n'étais plus à Mâcon. Mais la vérité là-dessus, il n'y a pas beaucoup de gens qui la savent, heureusement. Il jouait machinalement avec une boîte d'allumettes, l'ouvrant, la refermant, par un geste qui m'agaçait. Dans ce garçon trop bien habillé et qui s'était vanté lourdement tout à l'heure de l'argent qu'il faisait, comme coulissier et autrement, que restait-il du petit Louis en tablier noir, du petit Louis Chanu, le fils de l'épicier de Saint-Véran? Nous nous entendions bien au lycée, en 6e, en 5e. J'étais allé goûter chez lui quelquefois, comme c'était loin cette époque-là. Je lui avais demandé « Et tes parents? Toujours au magasin? Ça se développe ?» C'était la question qu'il ne fallait pas poser. Il m'avait d'abord répondu en ricanant « Pupille de la nation, mon vieux, tel que tu me vois, père tué à l'ennemi. » Et il y avait eu dans ses paroles un tel air de bravade et de dérision cynique que je m'étais senti décontenancé. Il avait ajouté « Ma mère, elle est remariée, je ne la vois plus. » Et c'est ensuite qu'il avait fait allusion au drame dont toute la région avait été agitée, dans l'été 1917, et dont je n'avais rien appris, parce que mon père avait eu son changement l'hiver précédent, et que nous avions toujours habité Poitiers depuis. Le café était presque vide. Dehors, des gens passaient en traînant des pieds. Morne promenade du dimanche, sur les trottoirs du 15e. Louis se pencha vers moi. Une sale histoire, je te préviens. Écartant nos consommations, il avait croisé les bras sur le bois lisse de la table. Tout a commencé à cause des insignes. Oui, des insignes, tu te souviens? Qu'on collectionnait au lycée. Des souvenirs de guerre, quoi. Le cerf de Newfoundland, le soleil levant d'Australia, la grenade de je ne sais plus où. Le jeudi, rappelle-toi, quand on allait à Saint-Clément pour tâcher de voir les trains de troupes arrêtés. On était tous là, les gosses. On tendait les mains, les bérets. Souvenir, souvenir. Et les Tommies qui riaient en ôtant leurs pipes. Et les hindous qui étaient durs à la détente. Eh bien, voilà qu'aux grandes vacances 17, quand je reviens à Saint-Véran, je tombe sur des prisonniers là-bas, des fridolins, oui, une vingtaine. Une idée des ponts et chaussées. La Nationale 7, les camions de l'armée la défonçaient perpétuellement. Il y a de la pierre à Saint-Véran. Alors on avait emmené un concasseur du Creusot et 20 types du camp de Châlons. Un bon système. Tout le long de la route, dans les carrières, on utilisait comme ça des prisonniers. Tout de suite j'étais allé les voir. Une distraction, tu penses, dans mon bled. Les gens étaient déjà blasés, moi pas. Ils étaient dans une ferme qu'on avait transformée en cantonnement, à 2 pas de chez moi. 3 bonhommes pour les garder. Le matin et le soir, je galopais à la carrière. C'était défendu aux civils d'approcher trop près. Mais moi, 12 ans, ça ne comptait pas. Les insignes dans tout ça? Attends, tu vas voir, laisse-moi bien t'expliquer. Les gars, ils démolissaient la colline à coups de pic, et ça faisait un fameux raffut. Le concasseur, on l'entendait jusqu'à Channes. Les cailloux qui dansaient dans le crible tournant, le moteur qui tapait dur, les camions qui s'amenaient vides, qui repartaient pleins, les coups de mine 2 fois par jour, un business du tonnerre de Dieu. À la pause, toutes les heures, le silence paraissait toujours extraordinaire. Il faisait tellement beau cet été-là. Les hommes se couchaient à l'ombre, sous ce qui restait de petits arbres, près du ruisseau, des arbres tout blancs, à cause de la poussière qui sortait de la machine. Il faut te dire que c'était la belle planque, ce poste à Saint-Véran pour les 3 biffons qui étaient là. Ponce d'abord, un vieux, un RAT, un bon type, un peu andouille. Il s'en donnait du mal celui-là. Tu le voyais avec son fusil, pas à la bretelle, non, dans les pattes, comme un chasseur. Il crevait de frousse. Tout le temps, il virait, il repartait, cherchant la place pour voir tous ses lascars en même temps. Un malheureux, quoi. L'autre, c'était Berthier, du 26e, cuistot, mais il venait aussi à la carrière. Il n'a rien à faire dans mon histoire. Je te l'emmène seulement pour que tu vois combien tout ça marchait. Et puis le sergent, Pellegrin. Ça, c'est le gros morceau. Comment il était, là, ce numéro? Et pas au front. J'ai jamais pu le savoir. Berthier, c'était sa blessure qui l'empêchait de fermer la main gauche. Tout naturel qu'on les collait à l'arrière. Mais le sergent, mon vieux, mystère. Beau gosse, 26, 27 ans, toujours rasé fin, insolent comme pas un. Je te jure, s'il s'en foutait, lui, de son boulot. Une après-midi sur 2, il filait à Mâcon, en vélo. C'était risqué, à cause de l'inspection, d'une visite officielle toujours possible, d'un supérieur au cantonnement. Ça n'empêchait rien. Un culot du diable, je te dis. Et vache alors. Enfin, tu vas voir. Louis s'était levé. Il m'avait dit « Partons ».
Nous marchions dans les rues tristes, presque désertes. Il avait évité toutes les grandes voies, pleines de gens et de lumière. Je ne sais pas ce que tu penseras de moi. C'est guère des trucs à raconter. Enfin, allons-y. D'abord l'histoire de l'insigne. Le dimanche, on laissait les prisonniers s'asseoir sur l'herbe, un peu au-dessus du cantonnement. Faut te dire aussi que c'était pas des boches comme les autres, des Polonais presque tous, des types que le Guillaume avait ramassés comme ça pour ses histoires. Je voulais une cocarde, tu sais, le machin qu'ils avaient sur leur calot, l'insigne de fer, comme une petite fleur, noire, blanc, rouge. Un jour, à la carrière, pendant une pause, j'avais essayé d'en avoir un, en le demandant. J'étais mal tombé. Un vrai de vrai. Il avait fait semblant de pas comprendre. Comme j'insistais, il avait secoué la tête violemment. Nine, nine! Rends-toi compte que beaucoup n'en avaient plus d'insigne. Ceux qui l'avaient gardé, c'est qu'ils y tenaient, fallait croire. Alors il n'y avait qu'un moyen. J'avais parfaitement repéré que personne ne restait au cantonnement l'après-midi. Je ne sais pas si c'était régulier, mais c'était comme ça. Berthier remontait d'assez bonne heure, pour la cuisante du poste. Mais au plein jour, sur le coup de 3 heures, t'étais sûr d'être tranquille. Le sergent emportait la clé du bâtiment où ils bouffaient et couchaient tous les trois. La grange, c'est là qu'on avait collé les prisonniers. Il la fermait ou il la fermait pas, ça dépendait s'ils y pensaient. Tu parles qu'ils s'en balançaient que leurs petites affaires, elles soient à l'abri ou pas. J'ai oublié de te faire un plan du patelin, mais c'est vrai que tu es venu là 2, 3 fois. Rappelle-toi la ferme Pachon. Tu ne vois pas? À 100 mètres de chez nous. 2 corps de bâtiment. Une maison basse, la cave au rez-de-chaussée, et un escalier qui monte à la galerie couverte, comme dans les fermes de par là-bas, presque toutes. De l'autre côté de la cour, la grange, très haute, très sombre. En sortant de chez nous, on avait juste à passer devant le café et l'école communale. Ensuite, plus rien. Cette bosse de terrain nu, comme une butte de tir. Et de l'autre côté, la ferme Pachon. C'était là le cantonnement. Le château, comme on disait. Donc un jour, j'avais guetté le départ du sergent. Il était passé dans la rue, sur son vélo. Je me suis amené devant le château. J'ai poussé le portail. Personne. La clé de la grange était sur la porte. Je suis entré. D'abord, je n'y voyais presque rien. Au-dessus des lits, j'ai distingué une planchette, un rayon qui suivait le mur sur les 3 côtés. J'ai bien regardé. J'ai vu un calot, rien qu'un, avec un insigne. C'était une drôle d'impression. Moi tout seul dans cette grange, tellement silencieuse qu'on aurait juré une église. Et ce petit insigne, en face de moi, comme un œil. Je ne voyais que ça. Je me suis approché. C'est à ce moment-là seulement que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un sur la paillasse, un bonhomme sous la couverture. Il était couché sur le côté. On ne voyait que ses cheveux, son oreille. Il ne bougeait pas. J'avais quand même le trac. Et puis, tu sais ce que c'est. Exprès, on veut se prouver qu'on n'a pas peur. J'ai décidé de chipper l'insigne tout de même. Mais c'était trop haut pour moi, le rayon. Il aurait fallu monter sur le lit. Sans faire de bruit, je grimpe sur le lit à côté, je me tortille, j'y arrive. Tu penses que je n'avais qu'une idée, faire vite. Cette sacrée cocarde. J'avais beau tirer dessus, je ne pouvais pas l'arracher. Et voilà le coup dur. Le dormeur ne dormait pas. Je tenais le calot tout tordu en chiffon quand je vois, au-dessous de moi, ce type toujours couché qui me regardait. Dans le fond, c'était pas mal dégoûtant ce que je fricotais là. J'étais salement embêté. Mais attends, c'est mieux. J'entends le type qui me cause en français, comme toi et moi. Il me disait « C'est cousu un là tout plur. Tenez, je fais foulin le fait. » Exactement comme ça. J'avais l'air idiot, debout sur ce plumard. Il me parlait simplement, sans du tout se foutre de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de remettre le calot et de me cavaler, je lui ai tendu son calot, en me baissant. Il était tout habillé, le copain, avec sa vareuse et tout. Il me dit « Tenez-moi ma boîte », en me faisant signe avec son menton. Une grosse boîte en sapin blanc, au-dessus de sa tête. J'obéis, mon vieux, tu penses. Il l'ouvre, il prend un petit bout de fer qui lui servait de ciseau. Avec ça, il coupe le gros fil qui tenait son insigne par-dedans. Il me la met dans la main, sa petite cocarde, en souriant. Louis s'arrêta, puis « Je sais que je ne vais pas pouvoir t'expliquer bien comment il était, Fritz, et tout ce qu'il y a eu entre nous deux, Fritz et moi, à partir de cette minute-là. Laisse-moi te dire, vieux. Pense pas au type que je suis, pense à rien. Essaie pas de savoir ce qui va arriver. Tâche seulement de comprendre ce que c'était, un bonhomme comme Fritz. » La scène était devant nous. Des travaux bouleversaient le trottoir sous les arbres. Nous enjambions des tas de terre. Louis s'assit en face de l'eau sur un banc. Je ne cherchais pas à voir son visage pendant qu'il me parlait. Je suis sûr qu'il aurait détourné la tête. Dans cette ombre,
Je sentais que je n'avais plus à côté de moi celui dont l'aspect m'avait vaguement contracté tout à l'heure. Mystérieusement reparaissait le petit Louis, et bien plus encore, un autre être, au fond de lui, qui m'avait toujours été inconnu. Je t'ai dit qu'il parlait français comme toi et moi. Ce n'était pas tout à fait ça, bien sûr. Il roulait drôlement CR, dans la gorge. Il était de je ne sais plus où. Il me l'a dit pourtant. Un patelin avec un nom russe. Il avait voyagé beaucoup avant la guerre, pour un commerce, je crois. Fritz, vois-tu ? Il s'interrompit. Puis avec un geste. Non, personne ne peut comprendre ça. Enfin, si tu veux. Je l'aimais. Il disait je l'aimais en redoublant le L, comme je n'ai jamais aimé personne. Je l'entendis grommeler une espèce de ricanement. Raconter, ça ne tient pas debout. Mais j'étais un gosse, tu comprends, et mes parents. J'avais presque honte de l'encourager. Voyons, Louis, dis-moi, m'entendait-il. D'abord, son nom, c'était pas Fritz. Son vrai nom, je n'étais pas arrivé à le prononcer. Quelque chose comme Chèche ou Tchèche, je crois. Il avait ri, il m'avait dit « Fritz, hein, vous aimez mieux ça, j'en suis sûr. C'est le nom qu'on a tous chez vous. Pas un vilain nom, tu restes. Alors je suis Fritz, ça va bien comme ça. Conclu ?» Et j'avais marché. Il était Fritz, et ça ne faisait plus de questions. Il faudrait que tu te le représentes, le soldat Fritz. Et ça, on ne peut pas. Même une photo, c'est rien, c'est jamais rien. C'est comme il était qu'il faudrait le voir. Surtout, entendre. Cette drôle de voix, tellement calme. Il avait toujours l'air paisible et sérieux. Pas triste, non. Pourtant, il avait sa mère en Allemagne, sa femme aussi, pas d'enfant. Mais on aurait dit que c'était pas ça qui l'intéressait, ni la guerre. C'était autre chose. Les femmes, l'argent, la bagarre, pour lui, ça n'existait pas. C'est parce qu'il s'était envoyé un coup de pic dans la cheville qu'il était là, tout seul, dans la grange. Son outil avait dévié sur un bloc lisse et l'avait profondément blessé. Ça s'était produit la veille, à un moment où je n'étais pas à la carrière. Comme il n'avait pas l'air d'avoir la patte cassée, on ne l'avait pas transporté à Mâcon. Berthier l'avait pensé. On l'avait laissé au cantonnement, parce qu'il n'avait besoin de rien et que comme il ne pouvait pas marcher, il n'y avait pas de risque qu'il s'évade. Ses cheveux étaient presque tous gris. Il n'était pas vieux pourtant, dans les 30, 35 ans. Tout rasé, brun de peau, les joues creuses. Ce qui frappait, c'était ces deux grandes rides droites qu'il avait, au-dessous des pommettes jusqu'au côté du menton. Une belle tête tranquille, avec des yeux bleus. Tu aurais dit une figure de moine, c'est bizarre. Il y avait une grosse pomme d'Adam qui bougeait sur son cou maigre. Il me disait vous, à moi qui avais 12 ans. Il m'a toujours dit vous. Au sergent, à Berthier lui-même, qu'il soignait, qui lui changeait son pansement, il n'avait jamais laissé voir qu'il parlait le français. Il voulait demeurer en paix, être seulement un prisonnier parmi les autres, traité comme les autres. Tu te souviens comme j'étais à cet âge-là ? Ma mère, je n'étais pas chic avec elle. Cabochard, menteur. Fritz, lui, il pouvait me dire n'importe quoi. Je l'écoutais, je le regardais. C'était pas qu'il causait beaucoup, mais il me parlait doucement. Il s'intéressait à ce que je lui disais. On ne m'avait jamais parlé comme ça, tu comprends ? Je m'asseyais sur le bord du lit, à côté du sien. Lui, il s'adossait au mur, avec sa jambe sous la couverture. Quand je rentrais, il me disait toujours « Bonjour, Louis, merci de venir ». Je lui avais demandé comment il avait été fait prisonnier. Il m'avait raconté la chose, simplement. C'était dans un abri après un bombardement. L'abri s'était écroulé. Il était resté sous la terre, avec une traverse de chemin de fer qui lui écrasait la poitrine. Ils étaient 5 là-dedans. Il y en avait un qui n'avait rien et qui pouvait gueuler. Les Français, en avançant après le pilonnage, avaient dégagé ses enterrés. Il avait fait 2 mois d'hôpital à Châlons, à cause de sa poitrine, avec des côtes cassées. Voilà. Mais je t'ai déjà dit que la guerre, il en parlait comme d'une chose lointaine, lointaine de lui, presque sans importance. Tu te rappelles ? Il y avait des jours où on entendait distinctement le canon dans nos patelins, pendant la guerre. Les grosses pièces sur rail qui tiraient en arrière des lignes. D'abord, on avait cru à des essais au Creusot. Et puis ça s'était confirmé qu'il s'agissait bien de tirs de guerre et qu'ils venaient bien du front. Des grands coups roulants qui éclataient dans le fond du ciel, faibles et pourtant terriblement lourds. C'était pas dans la tête que ça vous résonnait, mais dans la poitrine, dans le ventre. Fritz entendait ça comme tout le monde, ou plutôt il devait l'entendre, mais je suis presque sûr que pour lui ça ne comptait pas. C'était comme rien. Moi, une idée m'était poussée dans la cervelle.
quelque chose que je trouvais magnifique parce que ça me paraissait une histoire de roman, quelque chose de pathétique, une espèce de trahison. Faire évader Fritz. Je méditais ça. Je lui apporterai des vêtements de mon père, des vêtements civils. Je lui dirai de faire le boiteux quand il serait guéri, pour qu'on le croie toujours incapable de marcher. Il n'attendrait pas la nuit, parce qu'un des 3 soldats montait toujours la garde devant la porte. Non, il partirait au grand jour, une après-midi, quand la chaleur laissait désertes les pentes de Saint-Véran. Même, je lui trouverais une bicyclette. Il s'en irait vers Mâcon, comme un paysan, puis vers Bourg, par la levée de Saint-Laurent. Là, il ne serait plus qu'à 2 jours de la Suisse. Tu vois le coup? J'étais fier d'avoir inventé ça. Je me disais que la guerre finie, lui qui voyageait, il reviendrait par ces côtés-là. Peut-être qu'il me prendrait pour travailler avec lui, dans son commerce. Des idées de gamin. Et puis on savait qu'un prisonnier s'était sauvé de Sainte-Cécile-la-Valouse en décembre de l'année d'avant. Il avait eu une arme, je ne sais pas comment. Il avait tiré sur un gendarme du côté de Louhans. On l'avait eu tout de même, à la carabine. Dans ma tête, je voyais une aventure pareille, un machin, un cinéma, où je tenais un rôle. Quelque chose de bien combiné, quelque chose qui réussirait et qui me donnait une importance d'homme. J'ai expliqué mon projet à Fritz, les frusques de mon père, le vélo, tout. On était allé s'asseoir dans la cour. Fritz avait pu s'y traîner, en s'appuyant d'un côté sur les lits, de l'autre côté sur moi. Je crois qu'il avait très mal. Son pied enflé. Il m'a écouté lui dire tout mon petit boniment. À mesure que je parlais, je m'emballais. Ça me paraissait un truc fantastique. Quand j'ai eu fini, il a posé sa main sur mon épaule. Il m'a dit « C'est très bien, Louis, mais pourquoi voulez-vous que je parte ?» Je suis resté abasourdi. « Je ne veux pas m'en aller, Louis. Quand je serai guéri, je travaillerai de nouveau dans la carrière. » C'est ce jour-là qu'il m'a parlé le plus longtemps. J'ai gardé tout ça au fond de mon cœur. Ça m'avait fait un tel coup qu'il ne veuille pas de mon projet que je m'étais mis à renifler. Tu me connais, je serrais les dents. J'ai jamais pleuré, étant gosse, que quand je me suis écrasé le doigt en 14, ou encore par rage quand un plus grand m'avait rossé. Il a pigé, Fritz, qu'il fallait faire comme s'il ne voyait rien. Il ne me posait pas de questions, jamais. Et pourtant il devinait tout. Il savait, rien qu'à voir ma figure, et aussi comment j'étais habillé, que ma mère ne s'occupait pas beaucoup de moi, et que moi, j'étais un rebiffé, un sale morveux. Ce qu'il me disait, ça entrait en moi comme de la vie. Il avait sa jambe malade étendue à plat par terre, et il tenait son autre jambe repliée, avec ses doigts liés devant son genou. C'est toujours comme ça que je le revois quand je pense à lui. Il appuyait sa tête par derrière contre le mur et il parlait, le menton levé en regardant le toit d'en face, ou les nuages. Louis se tut. Sa voix était devenue un peu rauque sur les derniers mots. Il toussa, ouvrit son pardessus, fouilla dans la poche intérieure de son veston, et il me tendit, dans le creux de sa main, quelque chose que je ne vis pas bien d'abord à cause de l'obscurité où nous étions. Il me poussa l'objet dans les doigts. C'était un petit crucifix en bois noir. Le Christ en métal dessus était tout aplati. Il m'a donné ça au dernier moment. Je te dirai tout à l'heure. Tu vois, il passa son doigt sur le Christ écrasé. Il l'avait eu sur lui quand la brise s'était écroulée. Tout le poids de la poutre pesait là-dessus. Le sergent a rappliqué un jour, vers 4 heures, plutôt que d'habitude. Quand il est rentré dans la cour et qu'il nous a vus là, assis par terre, il a fait l'important. « Non mais sans blague. Et encore quoi? Allez, allez, dans la niche !» Il poussait Fritz du bout de son soulier. « Et toi, débarrasse. Qu'est-ce que tu fiches ici ?» Tandis que Fritz se relevait difficilement, en s'aidant de l'angle du mur, et que je filais sans rien dire, Pellegrin m'a rattrapé. « Dis donc, petit, reste un peu !» Nous étions sur le pas du portail. « T'es déjà venu souvent ici ? T'as l'air très copain avec ce type-là. » Je ne répondais pas, je baissais la tête. Je ne pouvais pas le voir, ce sergent, je le détestais. Il me secoua par le bras. Une voix calme dit derrière nous. « Laissez ces petits, monsieur le sergent. » Fritz était appuyé d'une main au mur, levant un peu sa jambe droite pour que son pied ne posât pas par terre. Pellegrin s'était retourné, violemment. « Il cause français, celui-là ?» Il m'avait lâché, mais je ne me sauvais pas. Il s'avança vers le prisonnier. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Mais Fritz parlait déjà, avec sa figure pareille à toujours. « Ces petits est venu me voir ces jours-ci. Je ne pense pas que ce soit coupable. S'il y a faute, la faute est sur moi, qui aurait-il le conchétier. »
Pellegrin restait assez sidéré d'entendre l'Allemand lui parler comme ça, si bien. Tu le vois, le Pellegrin, avec son air fendant, tout redressé, un rictus à travers la gueule, et en face, Fritz, qui se tenait à peine debout, mais qui le regardait droit avec ses yeux tranquilles. Le sergent a fait un petit sifflement, comme un qui pose au malin. Oui, oui, je vois. Allez, rentre. Quand Fritz eut franchi la porte de la grange, Pellegrin donna un tour de clé, et sans rien me dire, il monta l'escalier de la ferme. Ma mère, elle ne savait même pas le nom de Fritz. Tout ce qui se passait, dans ces journées extraordinaires, je le gardais comme un secret. Le soir, avant de m'endormir, je repassais dans ma tête tout ce que Fritz m'avait dit, et j'aurais voulu l'embrasser, mettre ma tête contre lui, sentir sa main sur ma joue. Moi qui n'embrassais jamais ma mère. Il fallait toujours qu'elle me le demandât, quand elle me disait bonsoir. Je me dépêchais, agacé. Je ne me rends pas bien compte pourquoi, mais je commençais à l'aimer un peu plus, ma mère, pendant ces 2 semaines où j'allais retrouver Fritz presque tous les jours. Peut-être pour faire plaisir à Fritz, sans même qu'il le sache, à cause de tout ce qu'il m'expliquait, qui était une image de la vie, comme il la voyait. Penser au mal qu'on peut faire, même sans le vouloir, à la responsabilité qu'on a toujours et toujours, alors qu'on n'y pense jamais, qu'on ne veut jamais y penser. Je la regardais, ma mère, elle que j'avais jamais regardée. Je trouvais qu'elle avait l'air triste et inquiète, avec toujours ce pli entre les sourcils. Elle était plus brusque qu'autrefois avec moi. Alors exprès, au lieu d'aller avec les autres gosses, je restais souvent au magasin. Je lui proposais de faire des commissions pour elle. Elle me demandait « Tu veux quelque chose? Que tu es tout le temps à rôder autour de moi ?» Ça m'arrivait aussi de penser à mon père. D'habitude, il fallait que maman m'appelle des 3 ou 4 fois et finisse par me flanquer une gifle pour que je vienne mettre un petit mot sur les lettres qu'elle lui envoyait. En 14, j'avais écrit des petites lettres, tout seul, en étant fier et un peu ému. Seulement la guerre s'était éternisée. Il y avait 3 ans qu'il était au front, mon père. Et pas même une blessure. Entre 9 et 12 ans, on oublie bougrement, tu sais, ce qu'on ne voit presque jamais, même son père ou sa mère. Ses lettres à lui, ça avait fini de m'intéresser. D'ailleurs, tout marchait pareil que quand il était là. Toujours les mêmes gens au magasin. Et mon oncle, réformé, il aidait ma mère pour les commandes aux marchands en gros. Avec sa camionnette, il rendait des tas de services. Je crois même que le commerce allait mieux que du temps où c'était mon père qui s'occupait de tout ça. Eh bien, j'y pensais bien plus à mon père, depuis qu'il y avait Fritz. Ce n'est pas qu'il m'avait fait des topos là-dessus, rien du tout. Jamais il ne me disait « vous devriez faire ci ou ça ». Seulement moi, j'écoutais, et je voyais bien qu'il y avait des choses qui tombaient juste pour moi dans ce qu'il me disait, sans peut-être bien qu'il y pensât exprès. Tiens, rien que quand il me racontait les livres qu'il avait lus, ou qu'il me récitait des choses, il savait des tas de poésies. Il me les récitait par cœur, en scandant, en respirant plus vite, et il me traduisait tout à mesure. Ou encore quand il me parlait des autres prisonniers, ses camarades. Alors moi, je sentais quelque chose de tout neuf en moi, comme si je devenais un homme tout d'un coup, comme si je découvrais la signification du monde. Tu comprends, Pierre? Il faut bien trouver les mots pour te dire ça. Mais les mots que je te dis, ils ne vont pas bien au gosse que j'étais. La signification du monde. Je ne pouvais pas me formuler ça à cet âge-là, bien sûr. Pourtant, je crois que c'est le vrai mot. Écoute maintenant. Le sergent est allé dire à ma mère qu'il m'avait trouvé au cantonnement avec Fritz. Ce n'est que pas mal de temps, pas mal d'années après, que j'ai compris ce qu'il avait dit au juste sur Fritz et sur moi. C'est le lendemain matin que ma mère m'a interrogé. J'ai déjà trouvé ça curieux. J'étais sûr que le sergent n'était pas venu à la maison l'après-midi après l'incident. Comment ça se faisait-il que ma mère soit déjà renseignée le lendemain matin? Elle ne m'a pas fait de discours. Elle m'a dit seulement « C'est du propre. Quand j'écrirai ça à ton père ?» Je pensais qu'elle avait honte que son garçon aille parler avec un Allemand. J'aurais bien voulu essayer de me défendre, de dire comment il était, Fritz. Qu'est-ce que tu voulais que j'explique? Même maintenant, j'ai tant de mal pour tâcher de dire ça. Ce qui m'étonna, c'est qu'elle ne me défendit pas de sortir après le déjeuner. J'ai compris en arrivant à la ferme. La grange était fermée à clé, et la clé n'était plus sur la porte. À travers cette grosse porte, j'ai appelé. J'ai entendu Fritz s'approcher. J'avais peur que le sergent soit caché quelque part, à me guetter. La voix de Fritz me disait « Il ne faut plus revenir, Louis. Ne vous tourmentez pas. Il faut obéir à votre maman. » Les jours passaient, et Fritz ne revenait pas à la carrière. Je m'échappais le matin pour courir dès 7 heures vers la ferme.
Je montais plus haut sur la pente pour que le sergent ne m'aperçoive pas. Je me dissimulais derrière les genêts. J'entendais le bruit des gamelles, puis les ordres. Pellegrin qui criait « Allez, allez, oust, en rang !» Les prisonniers sortaient de la cour. Je regardais éperdument. Fritz n'était jamais parmi eux. Une après-midi, je suis revenu frapper à la grange. Rien n'a répondu. Est-ce qu'ils avaient renvoyé Fritz? Mais sa jambe. C'est un matin, vers 11 heures, que j'ai vu passer une auto d'ambulance dans la rue, devant chez nous. Une auto qui ne pouvait aller qu'au château. Je me suis précipité. La voiture manœuvrait devant la porte. Je suis resté là. Je m'en foutais du sergent. L'infirmier est entré dans la cour. Le portail s'est refermé. J'ai entendu la voix de Pellegrin. « Tu prendras bien un verre ?» Ils ont monté les marches. J'étais sûr que c'était Fritz qu'on venait chercher. Je pensais qu'il allait mourir, qu'on l'emmenait à Mâcon, à l'hôpital. Tu ne peux pas savoir, Pierre. Je voulais me jeter dans la cour. Il l'avait laissé mourir exprès. Il ne l'avait plus soigné. Des tas d'idées folles. Plus rien que ça qui comptait. Les salauds, les salauds. Ah, je me rappelle. Il faisait tellement chaud qu'on entendait des tas de cigales sur les prés. Un ciel tout bleu. Est-ce que c'était possible que Fritz meure? L'infirmier est ressorti pour prendre un brancard dans sa bagnole. On a emmené Fritz étendu, avec une couverture sur lui et son calot sans un signe, posé sur son ventre. Sa figure était toute sale de barbe. Il avait les yeux fermés. Le sergent m'a lancé un regard neutre. Il ne rigolait tout de même pas. Il a aidé l'infirmier à soulever le brancard pour l'accrocher dans l'auto. Ma mère a vu que j'avais pleuré. Je n'ai rien voulu répondre à ses questions. Dans ma gorge, une espèce de mouvement machinal répétait tout le temps « Fritz, Fritz ». Après le déjeuner, je suis remonté sur la colline, tout en haut, et je me suis mis à genoux par terre. Personne ne pouvait me voir entre les genêts. Je ne savais aucune prière. Je ne suis pas baptisé, tu sais ça. Mais tout ce que Fritz m'avait dit me sautait dans la tête. Qu'il ne meure pas. Que tout ce que j'avais me soit pris à sa place. Que je n'ai plus rien à manger. Que tout soit détruit chez nous par un incendie, par la foudre, mais qu'il ne meure pas. Qu'il revienne et qu'il m'emmène. Je vais te le dire encore, ce que j'ai demandé. Que mon père soit tué, mais qu'il guérisse, Fritz. Oui, j'ai demandé ça. J'ai trouvé le moyen d'aller avec mon oncle à Mâcon sur sa camionnette. Pendant qu'il faisait ses affaires, j'ai couru vers l'hôpital. Comment voulais-tu que j'entre? Je suis resté, les mains aux grilles, un bon moment. Des blessés français, avec leurs capotes jetées en pèlerine sur leurs épaules, étaient assis au soleil dans le jardin. Je n'ai rien osé dire à personne. Tous les jours, je me figurais, c'est peut-être aujourd'hui qu'on l'enterre. J'en avais vu 2 de ces enterrements de prisonniers à Mâcon. Sinistre. Jamais plus je n'allais à la carrière. Je ne priais plus non plus, parce que j'avais trop peur d'arriver trop tard et que Fritz soit déjà mort. Et que ma prière soit tout de même trop bête s'il était mort. Il est revenu, 3 semaines après. Et qui c'est qui me l'a appris? Le sergent. C'était vers le 15 septembre. Oui, le sergent est entré un jour au magasin. Il n'y venait jamais pourtant. Il a dit bonjour, pas bonjour madame. J'ai remarqué ça. Il avait l'air de très bonne humeur. Il m'a dit « Ton ami est revenu, tu sais ?» D'abord, je n'ai pas compris. « Quel ami ?»« Eh bien, ton Fritz !» C'était un drôle de ton pour en parler, après ce qu'il était allé raconter. Et ma mère n'était pas contente. Il aurait mieux fait de rester où il était, celui-là. Ainsi, Fritz était guéri. Il était là. Ma mère, qui parlait avec le sergent, n'a même pas remarqué que je partais. Je courais sur la petite route, à fond de train. Il pleuvait. J'étais nu-tête. Mais c'était comme si la terre et les jours et le bon Dieu lui-même ressuscitaient. J'ai galopé, en prenant au plus court pour arriver par en haut. Je me suis foutu par terre en m'écorchant le genou sur une pierre. Ça saignait et ça me faisait mal, mais je riais comme à une bonne blague. Et en même temps, je pleurais. Et la pluie coulait sur ma figure. Et mon tablier, tout raidi par l'eau, me collait aux cuisses. Du haut de la carrière, je l'ai vu, Fritz. On lui avait donné un travail pas trop dur. Il était à charger les cailloux sur les camions. J'ai crié, j'ai levé les bras. Mais à cause du sacré concasseur et de leur boucan du diable, on ne m'entendait pas. Alors je suis descendu le long du bord, toujours en courant. Ponce m'a laissé passer. Je me suis mis derrière Fritz, sans qu'il me voie, et d'un peu plus près, et encore un peu plus près. Et tout à coup, il m'a vu. Il y a eu une grande lumière dans ses yeux. Il m'a souri comme quelqu'un de vraiment heureux.
Et en reprenant une nouvelle pelletée de cailloux, il m'a dit « Enfin, fou voilà, mon petit Louis !» Ça va être fini. Et c'est maintenant que c'est affreux. J'irai vite pour te dire ça. Mon père devait venir en permission, vers le 25, disait sa lettre. Il est arrivé le 19 dans la nuit. Son train avait débarqué à 9 heures du soir en gare de Mâcon. Il n'avait pu prévenir personne. Alors une seule chose à faire, la route à pied. Il s'amènerait vers minuit et demi, 1 heure chez lui. Ça l'amusait de nous faire cette surprise. Tu devines la suite? Des cris m'ont réveillé. J'ai sauté de mon lit dans le noir. On courait dans le corridor. La potiche, au bout du couloir, a éclaté par terre. J'ai entendu la voix de mon père. « Lâche-moi! Lâche-moi, nom de Dieu !» Je l'ai vu, mon père, passer devant moi, en trombe, avec son bonnet de police sur la tête et ses musettes gonflées. Sur la porte ouverte de la chambre du fond, celle où je croyais qu'on n'allait jamais, l'ancienne chambre du grand-père, ma mère était debout, les mains dans ses cheveux, toute nue. Je me suis sauvé dans la cour. J'ai vu mon père qui courait après quelqu'un sous la lune dans la direction du château. J'étais en chemise. Je n'osais pas les suivre, et je ne pouvais pas. Non, je ne pouvais pas revenir vers ma mère. Aller n'importe où, mais pas rentrer dans cette maison. Je n'entendais plus rien. Je me suis avancé quand même, pieds nus, comme un égaré, du côté de la ferme. Brusquement, j'ai vu mon père en haut de la butte, de dos. Il se retourna. Je l'entendais halter d'où j'étais, à 100 mètres. Il était tête nue. Je me suis jeté dans le fossé, plein de boue. Il est passé à côté de moi. J'avais enfoui ma figure dans l'herbe mouillée. Je pense qu'il ne m'a pas vu. J'ai entendu son pas s'éloigner, longtemps. J'ai compris qu'il ne rentrait pas chez nous. Alors j'ai marché vers la ferme, pour le voir. C'était bien lui, le sergent. Il était étendu par terre, une main sur sa poitrine. Il n'avait que sa culotte et ses grosses chaussettes grises. Sa tunique, sa capote qu'il avait emportée sous son bras gisait en tas à côté de lui. Ses yeux lui sortaient de la tête. Sa langue en plissait sa bouche ouverte. Le bonnet de police de mon père était là, près de cette face épouvantable. Le vent soulevait ma chemise, je tremblais. J'étais un gosse perdu. « Fritz! Oh, Fritz !» Je n'avais plus que lui. Le portail était ouvert. Il devait dormir là, derrière ce mur. Il n'y avait pas de planton devant la porte. C'était donc le sergent qui avait pris la garde, avait fait semblant de prendre la garde. Je voyais son fusil avec la baïonnette, appuyé dans l'angle de la cour, et son casque posé dessous. Je me suis jeté vers la porte de la grange. La clé n'y était pas. Il l'avait dans la poche. Je suis revenu vers ce type étranglé, je l'ai fouillé, j'ai trouvé la clé. Et j'ai ouvert la grange. Personne n'a bougé. À tâtons, j'ai compté les lits. Quand j'ai su que j'y étais, j'ai appelé tout bas. « Fritz !» Je touchais ses pieds sous les couvertures. Il s'est dressé. « Face !» J'ai dit « Oh, venez !» Nous étions dans la plus profonde nuit. J'ai senti qu'il se levait. Je l'ai entendu enfiler son pantalon. Il m'a pris la main. Je ne pouvais plus parler. Ma gorge s'était bloquée et j'avais tellement froid. Je l'ai emmené devant le portail. Je me serrais contre lui, ma tête contre sa hanche. Il a ramassé le bonnet de police et il m'a regardé sans rien dire. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il est resté debout un instant, pliant machinalement ce bonnet de police entre ses doigts. Je voyais ses pieds nus dans une flaque d'eau. Et puis il m'a dit « Atteintez-moi ». Pourtant, il m'a ramené dans la cour pour qu'au moins je ne voie plus le sergent. Et il est entré dans la grange. Il m'avait enveloppé du cou jusqu'aux pieds, dans la capote du mort. Il est ressorti, achevant de s'habiller. Encore 1 minute. Je ne pouvais plus remuer, mais mes jarrets dansaient malgré moi. Le vent qui tourbillonnait dans la cour me rabattait les cheveux sur les yeux. Fritz est revenu près de moi et il m'a ôté la capote du sergent. Puis il m'a encore laissé seul un instant. À cause du vent, je n'entendais pas ce qu'il faisait, derrière le battant du portail qui le séparait de moi. Enfin, il a reparu. Il m'a pris dans ses bras et il m'a emporté. J'ai vu le sergent par terre, mais tout habillé, avec sa capote, ses moltières mises, son fusil près de lui, son casque renversé à côté de sa tête. Fritz m'appuyait contre sa poitrine et me frottait le dos, du plat de la main, pour me réchauffer. Il n'avait plus de souliers, ayant mis les siens au sergent. La lune s'était cachée. Nous sommes arrivés à la première maison. C'est là qu'il m'a embrassé, la seule fois, sur la tempe. Il m'a posé à terre. Il m'a donné la petite croix. Il m'a dit « Adieu, Louis. Rentrez chez vous. C'est fini. » Je ne pleurais pas. Je ne savais plus rien. Je n'avais plus de pensée,
qu'une vague déception que Fritz ne continuât pas à me porter contre sa poitrine où j'étais si bien, si rassuré, hors des atteintes de tout le malheur du monde. Il s'était éloigné de quelques mètres, et comme je ne bougeais pas, le regardant sans comprendre, il revint, me prit par la main. « Allons, Louis, n'ayez plus peur, tout est oublié. » Il me conduisit jusqu'à la grille de notre cour. La fenêtre de la chambre était toujours allumée. Il me la montra. « Voyez, en fou satin !» Il me tenait la nuque, légèrement, entre ses doigts. Puis il me quitta, marchant vers la pente. Au bas, c'était le ruisseau. Il pourrait suivre le bord de l'eau, arriver à la Saône avant le jour, peut-être. Il était déjà à la hauteur de la butte, quand sous la lune reparut, je le vis lever les bras pour me dire adieu une dernière fois. Voilà. On n'a plus rien su de mon père, rien que sa mort, à l'attaque de Villers-Cotterêts en 18. Quant au reste, Ponce disait toujours que ce qui était arrivé ne l'étonnait pas, parce que le sergent était bien trop confiant et que Fritz, c'était pas difficile de voir qu'il avait une gueule d'assassin. Bordeaux, Noël 1932. C'était Gracchus raconte, lisant du Guillemin. Je dédie cette lecture à mon camarade Mein Genos, mon beau Fernès, Yosha, aux amitiés entre les peuples, mon pote, et merde à ceux qui nous envoient nous massacrer les uns les autres. Merci pour l'écoute. Pose un pouce, partage ou laisse un commentaire, ça serait fort apprécié.